20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL. Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, je reçois la cultissime Jeanne Masse, séquence Revival sur RTL. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Et Jour J, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui ont fait l'actualité. Ce soir, j'adore. Notre Jour J est le 13 février 1984, déboule sur les ondes ce qui deviendra un véritable phénomène. Des gouttes salées ont déchiré. Jeanne Masse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis heureuse de vous recevoir et de vous rencontrer. Cette chanson, vous l'aimez toujours autant ? Bien sûr. J'aime l'originalité de la chanson, j'aime la réécouter telle qu'elle est. Après, aujourd'hui, je l'interprète un petit peu différemment, comme là en concert, je l'interprète piano et voix, mais elle a toujours cette puissance. Qu'est-ce qu'elle vous rappelle ? Quelles sont les images comme ça qui vous viennent quand vous écoutez cette chanson ? C'est très émouvant parce qu'en fait c'est à partir de là que tout a démarré, tout a commencé. Ça a été ma rencontre avec le public français. Ça a été une chanson que j'ai eu beaucoup de mal à faire accepter jusqu'à ce que je rencontre Jean-Jacques Souplet qui avait craqué dessus. Et voilà, c'est la chanson. Qu'est-ce que ça vous fait comme ça quand on l'entend, nous, par exemple, et que vous voyez les émotions qui nous traversent ? Moi, quand j'écoute toute première fois, je vous cache pas que ça faisait quelques années que je l'avais pas écouté, et j'étais au bureau tout à l'heure, et là, je me suis... franchement, j'ai eu l'impression de me retrouver dans une période beaucoup plus insouciante, avec mes premiers amours, mes premiers émois. C'est fou quand on est artiste de se dire aussi que nos chansons sont dépositaires de tant de souvenirs. Tout à fait, mais elle arrivait peut-être à une période justement plus comme ça aussi. Donc, ouais. Et puis on était jeunes, donc on ressentait la musique différemment peut-être aussi. Je sais pas, je crois qu'il y avait un renouveau dans les années 80, et c'est pour ça que les années 80 existent encore et sont toujours aussi forts. C'est parce qu'il y a eu ce boom comme ça de mélodie, c'était très mélodique. Dingue, hein, ouais. Il y avait des sons nouveaux, on était très dans l'analogique, donc c'était vraiment une très très belle période. Alors si nous, notre jour J, c'est le 13 février 84, votre jour J à vous, en fait, on l'a cherché, pour être sincère, on ne le connaît pas précisément, mais c'était votre première apparition télé avec cette même chanson. Des gouttes salées ont déchiré. Une émission présentée par Christophe Bourseiller sur TF1, et cette émission s'appelait Jour J. Non mais c'est dingue. Je ne savais pas qu'un jour TF1 avait porté une émission de télé qui s'appelait Jour J. Tout à fait. Mais oui. Dans quel état étiez-vous ? Parce que c'était votre première télé. C'était ma première télé, il fallait que je prouve tout. J'avais tout à gagner ou tout perdre. En fait, c'était ma première et pour moi, c'était ma seule chance. Et en fait, je suis arrivée avec un pantalon très moulant, avec un polo que je m'étais découpé toute seule. J'avais accroché des petits boulons qui arrêtaient pas de tomber d'un côté, mais bon, j'avais appris à le relever délicatement. Et puis, avec ce maquillage qui était le mien à l'époque, et je me souviens du producteur qui m'a dit « Mais t'en as pas mis un peu trop ?» Je lui ai regardé, j'ai fait « Bah non ». Mais donc, voilà, tout ça est très naturel. Oui, tout à fait. Et c'était ma façon à moi, c'était moi avec les cheveux très rasés. Et en fait, ce qui était formidable, c'est que on attendait tous, puisque c'était une compétition entre jeunes artistes, et c'est moi qui ai remporté cette compétition. Donc j'ai pu revenir le samedi suivant. C'est pour ça que vous dites que vous jouiez tout ? Oui. Pour moi, Pourquoi ? c'était tout ou rien, parce que en fait, ça faisait plusieurs années que j'essayais en Italie et puis qu'il se passait pas grand-chose parce que et là j'ai eu la chance de rencontrer cette équipe d'Italiens qui m'ont donné des chansons qu'ils avaient dans un tiroir et j'ai défendu, et toute première fois était la première que je présentais, quoi. On va se retrouver dans un instant parce que vous nous parlez de l'Italie. On a retrouvé quelques archives et puis vous allez nous raconter l'Italie que vous avez connue à l'époque où vous faisiez speakerine, et puis vous faisiez des crêpes aussi. Oui. Elle vendait des galettes Jean-Paul Belmondo, des crêpes Alain Delon. Elle va nous raconter tout ça dans Jour J. À tout de suite avec Jeanne Masse. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
On regarde dans le rétroviseur régulièrement dans cette émission. On vous propose des sujets complètement différents. L'essentiel étant de parler de l'actualité. Et elle faisait l'actualité dans les années 80. Elle le fait aussi aujourd'hui. On y reviendra avec une série de concerts. Ce soir, j'ai le plaisir de vous recevoir Jeanne Mas. Jeanne, qu'est-ce qui fait qu'on devient une artiste culte ? Parce que vous vous êtes rendu compte quand même de ça. C'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui, bah tiens, je vais voir Jeanne Mas, il y a un truc genre, oh, non mais Jeanne Mas. C'est gentil. Mais non, mais c'est vrai, et on va y revenir, mais votre carrière, elle a été très dense, vous avez fait des choses incroyables, mais elle a été aussi courte à travers un certain nombre de titres et un certain nombre d'albums. Puis un jour, vous avez disparu, mais à chaque fois que vous revenez, il y a le même engouement. Qu'est-ce qui fait qu'on devient une artiste culte, selon vous ? C'est l'amour du public déjà, et je crois qu'il y a quelque chose entre nous qui fonctionne, mais je ne saurais pas le décrire. Il faudrait demander à mes fans. Ouais. Bon, on n'a pas vos fans, mais en tout cas, il y en a plein dans RTL. Voilà. Mais ils ne sont pas. On ne pouvait pas tous les accueillir dans ce studio. De quoi est-ce que vous rêviez quand vous étiez enfant ? De devenir une grande artiste. Ouais. Ouais. Vous êtes née où ? Je suis née à Alicante, en Espagne. Ouais. Ouais. Par erreur, sans doute, puisque j'ai aucune affinité avec les Espagnols, puisque la façon dont ils traitent les animaux me désole un peu. Mais c'est vrai que, bon, en fait, pour être honnête, je m'en moque totalement, parce que j'ai pas la sensation d'appartenir à une patrie. J'ai trop voyagé, j'ai trop vécu partout, et je me sens bien partout, en fait. Et je crois que l'essentiel, ce n'est pas là où on vit, mais avec qui on vit. C'est les gens avec qu'on aime et les gens qui vous donnent de l'amour, de l'amitié. Vous êtes une apatride heureuse. Voilà, vous ne cherchez pas à avoir votre place. Vous êtes bien partout et vous êtes libre et vous vivez là entre les États-Unis et la France. Quelle place l'Italie tient-elle quand même dans votre cœur ? Parce que vous m'en avez parlé au tout début de cette émission. Une grande place. Ouais. Une très très grande place, parce que j'ai cru que jamais je ne pourrais quitter l'Italie tellement je l'avais dans mon cœur. J'ai tout commencé là-bas. Mais comment vous êtes passé de l'Espagne à l'Italie, par exemple ? Vos parents ont voyagé ? Non, mais moi je suis née en Espagne, mais j'ai toujours vécu en France. D'accord. Et en fait, voilà. Donc c'était quitter la France pour aller m'installer en Italie. Toute seule ? Oui, toute seule. C'était à 17 ans et je suis partie. J'ai quitté la maison de mes parents parce que je voulais vivre libre et avec mes ambitions et avec mon véganisme déjà qui était là, latent, voilà. Et puis créer ma propre vie. Donc oui, je suis partie toute seule. Et mais qu'est-ce qu'ils ont dit vos parents quand vous avez dit à 17 ans, je pars en Italie ? Rien. Ils étaient dans un milieu artistique, vos parents ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je suis la seule artiste, de la G1. Après, maintenant, mes enfants sont dans l'artistique aussi. Mais non, je suis partie parce que je voulais, je pense qu'ils l'ont compris. Et en fait, ils se sont même pas posé la question. Elle part. Hein. D'accord. Donc là, vous partez en Italie et vous vous retrouvez donc à vendre des galettes dans une crêperie, c'est ça ? Oui, alors je me suis pas retrouvée tout de suite là. C'est quand j'ai rencontré ma meilleure amie qui avait elle a dit écoute, on va monter quelque chose ensemble, et on s'est dit pourquoi pas une crêperie puisque tu es française, on va faire des crêpes et tout ça. Moi j'étais nulle en cuisine, mais j'ai dû apprendre à faire des crêpes. Mon Dieu, j'en ai tellement fait que pendant 10 ans j'ai pas pu en manger une. Tellement... vous m'étonnez. La crêpe au pays de la pizza en plus. Madonna, oui. Madonna. Mais alors, au début, ça marchait pas du tout. Alors, j'ai eu une idée. Je me suis dit, pourquoi on leur donne pas des noms d'acteurs et de Français ? Et en fait, on avait mis les photos de Brigitte Bardot, Alain Delon, dans mon dos. Et alors, il est évident qu'aujourd'hui, parler de ça, c'est un petit peu... très, très, très difficile puisque je suis devenue végane entre-temps, mais je les mangeais pas, mes crêpes. Mais il y avait la crêpe au jambon, il y avait la crêpe au fromage, il y avait la crêpe... Il y avait que du jambon ou du fromage et des légumes. Mais c'était vos créations ? C'était mes créations. Donc c'est vous qui avez choisi que la galette Alain Delon était aux épinards, la crêpe Jean-Paul Belmondo aux champignons et la Brigitte Bardot aux 4 fromages. Oui, voilà. D'accord. Voilà. C'était ça, c'était le truc, voilà. Et ça marchait ? Et ça a marché, feu de Dieu, en fait. À la fin, on n'avait plus assez de farine pour faire ces crêpes et tout. J'en pouvais plus. J'avais les mains enflées. J'étais toute rouge dans ma petite cuisine. J'en pouvais plus. Parce qu'évidemment, ma copine, elle avait le bon rôle. Moi, elle me laissait dans la petite cuisine. Et puis, elle allait faire la belle, là, comme ça, servir aux tables et tout. Elle prenait le vin et tout. Et moi, j'étais vraiment... Donc, du coup, c'est vrai que ça a été... Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé. Et puis, à la fin, j'ai dit, écoute, moi, c'est pas ma vie, là.
les fourneaux, c'est pas mon truc. Il faut vraiment que je devienne une artiste. Donc après, j'ai tout quitté pour continuer à faire des concerts, des choses comme ça, parce que j'avais fini par faire 1 single, 2 singles en Italie. Et un jour, on vous écoute, on vous entend à la radio, à la RAI, où vous êtes devenue speakerine. Il film che ci vediamo questa sera è la morte dell'occhio di cristallo. Poi ci sarà la lampada di Arturo che conclude il nostro programma alla Uomo TV. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Et vous parlez couramment l'italien? Oui, je parlais. Oui, mais en fait, vous savez, c'est très drôle, mais bon, je vais encore ennuyer les gens avec ça. J'ai très vite appris l'italien parce que c'est lié à des vies précédentes. Donc voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on apprend très vite un langage quand on sait qu'on a vécu dans le même pays dans des vies précédentes. Donc en fait, c'est comme ça que moi j'ai appris l'italien à l'école. En 3 mois, je parlais couramment avec ma prof et elle n'a pas compris pourquoi. Et moi non plus. Et en fait, une sorte d'héritage, en fait, exact, qui vous viendrait de vos vies précédentes. Exact, parce c'est pour que ça. Vous croyez dans les vies précédentes. Exact. Donc voilà, non, mais les gens rigolent quand je parle de ça, mais bon, c'est ma théorie à moi. Et c'est comme ça que vous expliquez effectivement que je parle, votre acuité à parler italien. C'est très certainement, en tout cas, votre naturel et le naturel là qui vous emporte aussi, ce qui est très agréable, qui plaisait aux téléspectateurs. On va vous écouter. C'était au micro d'un journaliste français. Dites-moi, Jeanne. Jeanne, c'est votre vrai prénom? Oui. Je vois dans une revue de télévision que vous êtes la spécialiste française de l'anti-présentation. Ça veut dire quoi, l'anti-présentation? L'anti-présentation, ça veut dire que j'ai rien du tout d'une présentatrice. C'est-à-dire que je me gourde toujours, enfin, je me trompe toujours dans les programmes, je me trompe toujours dans le titre du film. Enfin, j'ai rien du tout d'une présentatrice. Et puis après, je fais toujours mes grimaces et tout ça, alors qu'une présentatrice, normalement, elle doit être très sérieuse. C'est drôle? Oui, c'était drôle. C'est spontané, en fait. C'était spontané, mais ils ont voulu me virer parce que trop spontané. Donc du coup, donc c'était non, il y en a marre, tout ça quand ça a été vendu et puis et c'est le public, ce sont les spectateurs qui ont écrit à la chaîne en disant non, on veut la garder. Et du coup, je suis restée un petit peu plus. Et vous vous appeliez Jeanne Masse là-bas? Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Okay. J'ai jamais changé de nom en fait. Vous pouvez nous dire, on se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J en italien? Adesso? Ci vediamo fra poco? Jour J, Flavie Flamand sur RTL. Je reçois ce soir la première artiste féminine à s'être produite sur la scène de Bercy. C'était en 1989. Chapeau bas, quoique vous portez un bonnet ce soir. Jeanne Masse, merci d'être notre invitée. On va revenir à ce premier énorme succès. Là, on a parlé d'Italie. L'Italie, vous l'avez quitté. Comment vous êtes arrivée donc d'Italie en France avec toute première fois? Ce sont des Italiens qui vous ont conseillé cette chanson? Oui, en fait, je faisais mes maquettes très rock et Marco Lecci, qui était l'ingénieur du son, donc je travaillais dans son studio, il m'a dit mais tu vas où Jeanne avec ça? Et je lui ai dit je vais là, je sais pas, hein. je vais frapper tu vois, au port des maisons de disques. Il m'a dit mais laisse tomber, tu vas nulle part avec ça, moi je connais une équipe. Il a ramené toute la Bottega dell'Arte et en fait c'était le groupe où il y avait Piero Calabrese, Massimo Romano Musumara, Roberto Zanelli. Non, il faisait pas partie du groupe mais c'était un pote. Et les gars, ils sont venus et puis ils m'ont regardé comme ça et puis ils ont fait OK, bon tiens, va chanter ça c'est Romano, hein, parce que c'était le boss. Et donc du coup, ils m'ont mis une bande, puis j'ai commencé, je me suis dit oh là là, il faut vraiment que t'assures, faut que t'assures. Et j'ai chanté, mais j'étais verte tellement c'était toute première fois, parce qu'à l'époque c'était tout non sai, tout non sai. Je vais tomber dans les pommes. Non, tu vas pas tomber dans les pommes, vous savez quand. Voilà, ouais. Ça. Et du coup, ils ont dit OK, d'accord, bon on va refaire ça. Et puis on a fait quelques maquettes et je suis venue toute seule en France les présenter aux maisons de disques. Toute première fois, énorme succès, plus de 800 000 exemplaires vendus en France et en 85. Vous êtes la grande gagnante des toutes premières victoires de la musique. Hein, ça date de 1985. Vous avez raflé 2 victoires, une cérémonie présentée par un certain Daniel Balavoine. C'est Michel Berger qui vous avait remis vos victoires. Tout à fait. Vous aviez été surprise de les recevoir. Oui. Enfin, je veux dire, c'était quand même une consécration, une première consécration. Oui, tout à fait. C'était très émouvant et surtout, c'était un honneur de pouvoir recevoir. C'était les premières victoires de la musique, d'ailleurs. C'était la première fois qu'on avait ça. Et donc, il y avait tous les artistes étaient là, assis aux tables. Donc, ça m'a flattée. Et puis, en même temps, c'était pour moi un soutien du métier pour dire OK, vas-y, continue. Voilà, c'était ça. Mais je me suis jamais sentie au-dessus de qui que ce soit. Je disais, présenté par Daniel Balavoine, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Oui, tout à fait. Et avec qui j'ai travaillé et qui a compté parce que ça a été
comme un guide quelque part dans ce que j'ai accompli par la suite. Il a vraiment rassuré mes craintes, mes peurs, mes insécurités. Et voilà, c'était un maître. La bienveillance. Après, effectivement, vous le dites, ces victoires de la musique, c'était une façon de vous dire continue, continue. Ça a été le cas. Sort Johnny Johnny. Oh, j'ai envie d'un petit copain là quand j'écoute ça. Ça me rappelle mes booms. Attends, faut que j'emballe. Il y avait également Cœur en stéréo. J'adore. Il y avait En rouge et noir. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge, L'enfant. c'est l'histoire profonde et réelle. Là, je crois que j'ai emballé sur cette chanson. Qui cherche la lumière, la chaleur. Et notre grand kiff à Céline, productrice de cette émission, et moi. Sauvez-moi quand il me soulève, qu'il me tend la main. Ma foi se dérègle. Sauvez-moi. Est-ce que vous êtes heureuse lorsque tous ces tubes sortent ? À chaque fois que vous sortez une chanson, c'est un tube. Est-ce que vous êtes heureuse ou est-ce que vous sentez que quelque chose vous échappe déjà ? Je me suis jamais posé cette question, en fait. Ouais. Non, donc je ne sais pas si j'étais heureuse ou si ça m'échappait, parce qu'on est dans la mouvance, on est dans un train, sur un TGV qui roule tellement vite qu'en fait on se rend compte de rien, et c'est au moment où ça s'arrête qu'on se dit « Ah ouais, quand même !» Ouais. Mais c'est vous qui avez décidé d'arrêter, non ? Oui, j'ai décidé d'arrêter parce que pour plein de raisons, et en fait je crois que la raison majeure était aussi que j'avais 2 enfants, qu'une carrière c'était compliqué, que j'avais fait des albums compliqués, et du coup j'ai voulu me dédier à mes enfants parce que je savais qu'ils allaient grandir trop vite et que je n'en profiterais pas, et c'est ce que j'ai fait, j'en ai profité, j'ai bien fait. Pour revenir à ce que l'on disait il y a un instant, vous êtes donc la première artiste française à avoir rempli Bercy. Vous avez fait 3 soirs dans cette salle à guichet fermé et vous avez en fait déclaré que ces dates ont tout changé, qu'à partir de ce moment-là, on n'attendait rien d'autre de vous que ce que vous donniez déjà. C'est-à-dire qu'on voyait Jeanne Masse et on ne voulait pas que Jeanne Masse fasse autre chose que ce qu'elle avait déjà fait. C'est difficile ça ou pas, de s'affranchir d'une image ? Oui, c'est difficile, mais en même temps, vous voyez, je veux dire, je m'en suis foutue totalement, parce que j'ai les cheveux rouges, les cheveux verts, les cheveux blonds. Je ne suis surtout pas esclave de mon image des années 80 et je ne veux surtout pas... je veux évoluer dans ma vie. Donc, j'ai pris des risques. Mais est-ce que c'est pour ça que vous êtes partie, justement ? Non, c'est pas pour ça que je suis partie. Vous voulez dire aux États-Unis ou oui, dans le c'est Sud, ça. Oui, enfin, en tout cas, de partir des États-Unis à l'étranger en se disant bon, alors là, les mecs, vous me voyez tous comme. Ça, c'est fort vrai que je piétinais. Voilà. On me donnait pas l'opportunité d'avancer, d'évoluer, de progresser. Et ça, c'était pour moi quelque chose d'impensable parce que sans ça, je me sentais presque déjà morte. Ouais. À partir du moment où je ne peux pas évoluer musicalement, donc je me suis dit plutôt que de piétiner ici, je vais piétiner au soleil. Et puis au moins mes enfants, ils seront bilingues. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi quitté la France. Après, c'est vrai que aux États-Unis, j'ai appris tellement et j'ai tellement changé qu'en fait, oui, ça m'a fait du bien. Et ça, je crois que ça fait du bien aussi à mes fans parce qu'aujourd'hui, ils attendent de savoir qu'est-ce que je vais proposer dans le nouvel album. On va se retrouver dans un instant. Vous nous emmenez aux États-Unis ? Parce que nous, on ne voyage pas et tout, là. Enfin, on est bien aussi sur RTL. On est bien. On est à Neuilly et tout, c'est bien. Mais moi, je me ferais bien un petit tour du côté des États-Unis. À tout de suite. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Génération végane, vous en avez parlé Jeanne Masse, vous êtes notre invitée, là on parle de musique, de chansons parce que c'est le principe aussi de Jour J, mais on reviendra un petit peu plus tard dans cette émission sur votre engagement dans le véganisme qui ne date pas d'hier, peut-être qu'effectivement vous avez choisi d'emprunter cette voie alimentaire, ce choix en tout cas à l'époque où on n'en parlait pas en fait en réalité. Ouais. Génération végane, le livre de tous les apprentis véganes, c'est aux éditions Hugo New Life avec les recettes de Christopher Masse. C'est qui celui-là ? C'est mon fils. C'est mon fils, il adore cuisiner, pas moi. Je lui dis, tu veux pas me donner quelques... Il est beau gosse, votre fils ? Il est très beau garçon, mais surtout, il est très beau
dans l'âme. Hein. J'ai de la chance, j'ai 2 enfants formidables. Bon, eh bien, ces enfants, vous les avez embarqués aux États-Unis. Tout à fait. Donc un jour, vous leur avez dit, bon, allez, hop, fais tes bagages chérie, on va du côté de l'Atlantique et Oui. on va essayer une nouvelle vie. Voilà, j'ai attendu que ma fille ait son bac et puis j'ai dit, bah voilà, ça y est, j'ai les visas, on y va. Et donc on est parti là-bas et ça a été un chamboulement total parce que c'est vrai, quand on arrive à Los Angeles, mais j'avais tout programmé. Hein, j'étais allée une année avant pour trouver l'appartement et tout ça. On n'est pas parti à l'aventure, tout est bien programmé. Et du coup, mes enfants ont vécu une vie totalement différente, ont pu acquérir des connaissances qu'ils n'auraient peut-être pas acquis ici. En fait, les voyages, on le sait, enrichissent. Et les États-Unis sont tellement projetés vers le futur qu'en fait, c'est ça que je voulais leur donner pour par la suite qu'ils aient le choix. Et c'est très drôle parce que justement, ma fille est revenue en France et mon fils est resté aux États-Unis. Quand vous êtes parti, c'est quand même vertigineux de se dire, mais j'ai déjà écrit une histoire que l'on vient de raconter, une histoire magnifique avec des succès qui s'enchaînent, la réussite, une image formidable, et vous démarrez à zéro dans un pays où personne ne vous connaît. Tout à fait, ou en fait, même pour avoir une carte de crédit, on vous dit, non, vous habitez pas ici, il faut attendre un an et montrer qu'on est des bons payeurs pour pouvoir avoir une carte de crédit. Au début, l'Amérique n'attend personne, hein, elle s'autosuffit. Donc c'est vrai que pour nous, quand on arrive là-bas, c'est déjà terre inconnue. Même quand on y va en vacances, on a l'impression qu'on connaît les États-Unis, mais non, pas du tout. Il faut y vivre pour vraiment tout connaître. Et puis après, il faut s'installer. Et puis c'est pas simple, quoi, parce que encore une fois, on ne vous attend pas. Vous êtes partie toute seule avec vos 2 enfants. Oui, toute seule un avec mes 2 enfants. Un de chaque côté, sous vos ailes. C'était mon équilibre, hein, ça a toujours été mon équilibre, mes 2 enfants. Et alors là-bas, quand vous arrivez aux États-Unis, c'est quoi l'objet ? C'est de quitter un pays qui vous connaît très bien et peut-être trop, de retrouver une forme peut-être de liberté et d'une liberté artistique aussi, c'est-à-dire que vous travaillez là-bas dans la musique, vous continuez à nourrir vos projets ? La priorité était d'abord d'installer mes enfants dans un pays qu'ils ne connaissaient pas et mon fils parlait même pas 3 mots d'anglais. Donc ça a été quand même ça la priorité. Et donc je l'ai inscrit dans une école américaine parce que je voulais qu'ils vivent comme les Américains. Et là, ça s'est extrêmement bien passé. Et ma fille est allée à UCLA, donc elle est allée dans les plus grandes universités. Et moi, j'ai été imprégnée par une mouvance artistique totalement différente. Donc j'ai fait des albums sous le nom de La Blonde, qui était très dance, très disco. Et on a eu l'un des titres qui était même dans les charts de Chicago. Donc ça a été... voilà. Et puis par la suite, on revient à ce qu'on a aimé aussi. Il y a la nostalgie de la France qui s'installe. Et donc je revenais de temps en temps faire les concerts. Mais je revenais au début avec un état d'esprit totalement... Ouais, tout est cool. J'avais totalement oublié que j'avais vendu des millions, que les gens étaient là. Du coup, quand j'étais venue, c'était le Stade de France, le premier Stade de France où j'étais arrivée toute blonde, mon chapeau cowboy et tout. Ouais, c'est super et tout. Pour la tournée années 80, c'est ça ? Oui, non, c'était que le Stade de France. D'accord. Et je suis montée sur scène et puis j'ai le playback de toute première fois de En Rouge et Noir est parti. Et puis je monte là et d'un seul coup, je me retrouve face à cette foule qui hurle en me voyant et je suis projetée 20 ans en arrière. Enfin, je sais plus, ça a été comme un voyage en arrière où j'ai réalisé que j'avais été Jeanne Masse. Ouais, et ça a été, et j'ai perdu mon playback évidemment parce que je suis restée... Que j'avais été Jeanne Masse. Et pourtant, c'est votre nom. C'est mon nom. Et aux États-Unis, vous êtes Jeanne Masse ? Non, j'ai changé de nom. D'accord. Donc, à part vous appelez la blonde, vous avez une autre identité, vous avez un autre nom aussi. Je me suis. Oui, parce que tout ce que je voulais entreprendre, il fallait pas que j'amène avec moi ce passé, parce que vous savez, les gens, ils vont toujours fouiller sur Internet pour savoir qui vous êtes. Et je voulais pas fausser les données. Je voulais créer avec mon talent et pas avec mon nom. Et donc, tout ce que j'entreprenais, j'avais changé de nom et j'avais réussi à écrire des scénarios, des courts-métrages, à produire des courts-métrages, à faire tout ça et sous un autre nom. Parce que vous avez en fait aussi monté une boîte de production. Tout à fait. Audiovisuelle. Oui. Et donc, vous écrivez, vous avez appris un autre métier aussi. Oui, j'ai appris le métier de scénariste, le métier de monteur, le métier de plein de choses. Et en fait, et avec ma coéquipière, Gloria, qui a plus d'expérience que moi, j'ai entrepris des choses que je n'aurais pas pu faire en France. Ouais. Et là-bas, on ne sait pas qui vous êtes, donc il n'y a pas de traitement de faveur. Voilà, c'était ça. Je pouvais me mêler à la foule comme les autres. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va parler de quelque chose qui vous est cher. Ce sont les animaux. À tout de suite. Oui. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jeanne Mas, depuis quand êtes-vous à ce point sensible au monde animal? Déjà enfant, vous l'étiez? Oui, déjà enfant, je l'étais. Tout a commencé le jour où j'ai vu un petit lapin dans un marché en Espagne, qu'on sortait d'une cage et puis on tirait sur l'animal comme ça pour lui briser sa colonne vertébrale. On le laissait d'un côté et agoniser jusqu'à ce qu'il meure. Et j'avais regardé ma maman et je lui avais dit je ne mangerai plus jamais de lapin. Et ça a été le début. Je me suis dit, il n'y a pas que le lapin, je pense que les autres animaux souffrent aussi. Donc j'ai commencé à rejeter la viande et tout ce qui était animal. Sauf qu'évidemment, quand on est petit, on ne peut pas trop décider. Donc ma mère me forçait très souvent en me disant, c'est pas du lapin. Elle montait, c'est pas ci, c'est pas ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis partie de chez moi très, très jeune. C'est parce que je ne pouvais plus supporter qu'on m'impose quoi que ce soit. Et je voulais... vous sentir libre et en phase avec vos convictions. Tout à fait, avec mes valeurs et le respect de la nature et le respect des animaux et le respect des autres. Et en fait, ça a été comme ça. Donc, je suis devenue très vite végétarienne. Et puis, par la suite, j'ai réalisé que j'allais pas jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Et donc, végane, c'était pour moi, voilà, le summum. C'était le jour où je suis devenue végane. Je crois que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie où je suis le plus fière de moi. Parce que je me suis dit, c'est ça. En fait, j'élimine tout ce dont tu n'as pas besoin. Aujourd'hui, il y a toutes les alternatives. Sauf que moi, je suis partie de zéro. J'avais zéro information. Aujourd'hui, on a toutes les informations pour rassurer les gens, pour leur dire, regardez, il existe toutes les alternatives qui ne vont pas nuire à votre santé. Voilà. Et c'est ce que j'explique dans ce livre. Voilà, dans ce livre, donc, avec les recettes de Christopher Mas, Génération Végane, le livre de tous les apprentis véganes. Donc, c'est effectivement un guide. Voilà, si on veut et puis il y a chemin. beaucoup de témoignages aussi de personnes dont la vie a totalement changé parce que le jour où elles ont changé leur alimentation. Et ça, c'est extrêmement important. On peut guérir et on peut surtout prévenir avec l'alimentation. Il est un animal que vous avez sauvé, qui s'était sauvé lui-même et dont le destin vous a touché. Il s'appelle Étienne. Oui. Petit Étienne, c'est un taurillon. Oui. Alors les images, en fait, on les a vues circuler sur les réseaux sociaux, elles vous ont touché. Oui. C'était il y a combien de temps en fait C'était il y a quelques mois. Il y a quelques mois, c'est un petit taurillon qui a échappé de lui-même en fait. Voilà, du camion qui l'emmenait à l'abattoir. Donc il a eu une sorte d'élan de survie et ce taurillon s'est échappé et il a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, s'il était tombé sur les policiers, il l'aurait abattu, mais il est tombé sur les pompiers qui l'ont juste anesthésié. Et comme la viande anesthésiée, l'animal anesthésié, et on ne peut pas vendre sa viande pendant 10 jours, la Fondation Bardot s'est vite mobilisée. Il y a eu des gens qui ont fait des dons pour qu'on puisse racheter ce veau à l'abattoir. Et donc, du coup, par la suite, moi, quand j'ai fait mes concerts aux Folies Bergères, j'ai mis mes bijoux à la vente pour pouvoir, pendant 2 ans, alimenter ce veau. Et voilà, et je crois que... Vous êtes un peu la marraine d'Étienne, quoi. Oui, voilà. Bon, on va prendre de ces nouvelles parce que Christophe Marie, qui est directeur adjoint et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, est en ligne avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Soyez Bonjour, le bienvenu. Bonjour, vous allez bien ? Ça va bien, merci. Bon, et tout le monde n'est pas la marraine d'un petit taurillon qui s'est échappé quand même. Non, il a eu beaucoup de chance à tous les niveaux, mais c'est vrai que là, il va très bien et grâce notamment au soutien de Jeanne. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'on voit bien que Jeanne Mas, c'est pas simplement une artiste qui met sa notoriété au service d'une cause, mais on voit qu'elle s'informe, qu'elle recherche, qu'elle connaît parfaitement son sujet, parce qu'on a travaillé ensemble sur d'autres sujets comme la problématique des loups, par exemple, en France. Et donc voilà, c'est une vraie défenseur, je sais pas trop comment on dit, des animaux d'une manière totalement sincère. Vous avez besoin d'avoir dans vos rangs justement des artistes sincères, engagés, mais qui effectivement ont trouvé, en tout cas dans leur jeunesse, des convictions qui ne les ont jamais quittées depuis. Oui, c'est toujours utile parce que c'est un lien aussi vers le grand public. Mais encore une fois, c'est vrai qu'au niveau de la Fondation, nous, on n'est pas une organisation qui court après des personnalités pour faire passer des messages. Là, c'est très différent. C'est encore une fois vraiment un investissement, un engagement personnel de Jeanne Mas dans cette cause qui n'est pas à remettre en cause, donc justement. Mais on le voit d'ailleurs dans son action militante sur le véganisme. Militante, mais c'est pas sectaire non plus parce qu'on est davantage dans une sensibilisation et un partage de connaissances. Pour moi, je n'ai pas un rapport avec Jeanne Mas comme je pourrais l'avoir avec une artiste un peu déconnectée de ce monde. C'est plutôt une alliée et puis
collègue. Alors C'est gentil. justement, la collègue, votre engagement, il s'arrête pas là parce que lors de votre prochain concert le 24 septembre, les spectateurs vont pouvoir acquérir certains de vos vinyles et de vos photos collector et ça permettra aussi à la Fondation Brigitte Bardot de continuer à s'occuper des animaux. Tout à fait. Voilà. Eh ben voilà, c'est tout vrai, à fait. ça. Bah c'est dit, c'est génial. Eh ben écoutez, on est ravis. En tout cas, merci beaucoup Christophe Marie. Merci à vous. Et une caresse à Étienne, il est bien bon, bien gras, bien content, il galope dans les champs et tout. Non, Oui, on ne le quel- mange pas. On Non. ne le mange Ah pas. non, mais quand je dis Ok. bien bon, bien beau, Bien, vous avez dit bien gras. bah, Flavie, bien non, non. gras, bah, ça n'a rien à voir avec le fait de manger. Il est bien heureux, gras. c'est ce qui pense. Le plus important, c'est qu'il est heureux et qu'il va pouvoir Alors, vivre sa vie. Non, mais je plaisante. Bien sûr, je sais. Non, mais bien gras, c'est moi je trouve que justement c'est chouette d'être dodu. Vous voyez, c'est vivant quoi. Ah ouais. Mais ouais. Donc il va bien, Étienne. Il va très bien. Bon, on s'est compris. Allez, salut Christophe Marie, à bientôt Merci à sur vous. RTL. À bientôt. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. On rigole encore de ce qui s'est passé il y a un instant avec vous, Jeanne Masse. Il est très toxique. Voilà, laisse je prends, tomber. je prends des nouvelles d'Étienne, un petit taurillon. J'espère qu'il est dodu parce que justement, grâce à vous, ce petit taurillon peut brouter, manger, tellement heureux, loin de l'abattoir. Et là, il y a Jeanne qui me regarde, qui dit non, 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 ne dis pas qu'il est gras et dodu parce qu'on va vouloir le manger. Ouais. On ne le mange pas. Il est toxique. Il est est très heureux, maigre. surtout. Il est en très mauvaise santé. C'est pas bon pour vous. Bon, alors, en tout cas, tiens, à propos de santé, comment est-ce que vous trouvez la musique aujourd'hui, tiens, la chanson française? Je voudrais avoir votre regard parce que vous inspirez, il y a des jeunes artistes qui régulièrement se réclament justement de cette génération d'artistes des années 80 qui ont apporté, vous l'avez dit, de nouvelles couleurs, de nouveaux sons, une audace. Il y avait des looks dans les années 80 qui étaient dingues. Le vôtre était, enfin, on a tout essayé d'avoir les yeux comme ça, charbon noir, ça faisait pas le même effet. Quel regard vous portez sur la nouvelle génération d'artistes? Mais moi, je sais pas trop ce qui se passe artistiquement aujourd'hui. Ouais. Je suis peut-être en décalage. C'est vrai que j'écoute pas la radio, j'écoute pas ce qui se fait. Je pense que c'est quand même très difficile aujourd'hui pour les artistes d'exister puisqu'on n'a plus beaucoup d'émissions de variété. C'est vrai. Même zéro. C'est vrai. Il Donc, fut un temps. Voilà, donc ça doit être très très compliqué aujourd'hui de faire carrière. Hein. Ouais. Mm. Est-ce que vous auriez souffert du monde d'aujourd'hui, qui est un monde aussi de réseaux sociaux, de ce que l'on appelle le bashing? J'ai quand même le sentiment que dans les années 80, on ne pouvait pas vous atteindre comme on peut atteindre un artiste aujourd'hui. La critique n'était pas la même. On est dans un monde ultra violent. Je pense que s'exposer aujourd'hui, c'est courir un grand risque. Vous auriez aimé... Non, mais je déteste ça, moi. Que je suis contente d'être née dans les années 80. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai juste un Twitter artistique que j'ai dû séparer de mon Twitter vegan parce que sans ça, voilà, mes fans ne sont pas tous véganes, donc ils veulent pas entendre parler du véganisme. Donc j'ai Génération Végane est un Twitter à part, mais c'est vrai que moi, de toute façon, je n'aime pas la violence verbale ou physique. Donc, de toute façon, quand on vient sur ma page Twitter pour dire du mal, je bloque. J'en ai rien à foutre. Mais Qu'on vous me auriez suive. été malheureuse aujourd'hui, en fait. Ce que je veux dire, c'est que si Mais vous oui, aviez je démarré pleure, maintenant, voilà. je pense que c'est difficile. Bah oui, en même temps, c'est un métier. Bah, ils changent de métier, hein, les artistes d'aujourd'hui, les célébrités aujourd'hui, c'est dans le paraître et non plus dans l'être, j'ai l'impression. Donc, mais parce que les gens sont peut-être, c'est ce qu'ils réclament. Je ne sais pas, je le comprends pas trop le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je m'éclipse. Finalement, je suis contente de continuer de vivre dans le mien, même si, voilà, il a tendance à être un peu vieillot. Alors, vous revenez quand même dans le monde d'aujourd'hui, puisque vous avez fait donc les Folies Bergères. C'était en avril dernier. Et là, il y a eu la tournée aussi. Oui, il y a une tournée acoustique Voilà, qui s'achève. comme la toute première fois, qui Oui, s'achève. voilà, qui s'achève le 24 au théâtre de la Tour Eiffel. Ouais. Et puis voilà, donc en fait c'est juste que j'avais des engagements artistiques avant la période Covid et que j'ai voulu donc honorer ces engagements et donc je les ai honorés. Voilà. Mais maintenant vous avez envie de repartir? Oui, En vrai? Ah oui. oui. Là, vous voulez rentrer à la maison, quoi. Oui, c'est pas que je veux rentrer à la maison, c'est que j'ai l'impression d'avoir tout donné, donc. Et donc, je crois que j'arrive à une période dans ma vie où j'ai besoin de tourner la page. Il faut repartir et tourner une nouvelle page, alors. Yes. Bah, c'est super de vous être arrêté chez nous, alors, Bah, c'est gentil, avant cette merci. nouvelle page. Merci. Et donc, j'imagine que vous avez encore des choses à écrire et que vous nous tiendrez au courant. Avec plaisir. Merci beaucoup, en tout Merci. cas, Jeanne Masse, d'avoir accepté notre invitation. Merci. À bientôt.